Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, j'ai la chance de jaser avec Stéphane Ouimette, qui est kinésiologue et physiologiste de l'exercice. En plus de donner des ateliers conférences auprès d'une clientèle plus âgée, il fait des chroniques santé à la radio de Radio-Canada et il sera bientôt sur les ondes de TVC Basse-Lièvre à l'émission Questions Santé. 3, 2, 1. Stéphane Ouimette, bienvenue à l'Informel. Bonjour. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir, en fait. Merci de m'accueillir. Je pourrais commencer en disant, tu sais, ça va bien, t'es en forme, mais en même temps, t'as comme pas le choix, ton métier. Le monde me dit tout le temps, hey, salut, en forme? Je dis, ben, je pas le choix, c'est mon métier. Mais ça. Je dis toujours aussi j'ai un chum qui est plombier, puis sa toilette, elle bouge pareil. Fait que, ouais, en forme, en santé, un petit peu plus qu'en forme, mais définitivement, je suis un chanceux. Ça ressemble à quoi tes journées? Tu sembles être toujours là-dedans? Ben, en fait, j'ai une petite entreprise, puis j'offre des cours d'activité physique. Fait que Miokin, qui est mon entreprise, c'est 3 grandes vagues. La première, c'est d'offrir des cours d'activité physique en groupe. Donc, moi, tous les matins, j'ai la chance d'aller participer puis de offrir des cours d'activité physique à des gens. Donc, je fais ça du lundi au vendredi, tous les avant-midi. Les jeudis, je fais un petit peu de temps en clinique où je rencontre des patients 1 à 1 dans le but de leur faire des programmes d'exercice. Et puis, une autre petite chose, la troisième rubrique, bien, c'est un petit peu comme ça ici. J'ai la chance de faire des chroniques à la radio, à Radio-Canada. Je fais aussi des chroniques ici avec vous, où on s'est rencontrés. Question santé. Question santé, exactement. Puis, en même temps, je fais des conférences, l'animation, puis mais tous mes semaines incluent entre 12 et 16 heures de cours de groupe d'activité physique. C'est exclusif aux 50 ans et plus. Puis là, quand tu donnes des cours, j'imagine que tu participes en même temps, mais tu es toujours en train de bouger. Là. Ouais, exactement. Puis les gens, ils disent tout le temps, tu sais, quand je leur mentionne, tu dois être en forme, tu fais 16 heures d'exercice par semaine, mais il faut être capable de récupérer de l'activité qu'on fait. Donc, n'importe qui que je rencontrerais, je leur donnerais pas le rythme de vie que j'ai parce qu'à un moment donné, ça crée un grand stress sur mon corps. Mais ils disent, tu fais juste le dire. Sauf que tu peux pas dire à quelqu'un, OK, tout le monde, on lève le genou, on tasse par là, on va par là. La grande force d'un bon animateur de cours de groupe, c'est son propre dynamisme puis l'intérêt que lui, il met. Donc, plus moi je bouge, plus je suis intéressant. Donc, c'est pas possible pour moi de faire les activités, ou presque, mais la majorité, il faut absolument que je les bouge aussi puis que je les fasse avec les gens. Là, tu me dis, c'est avec les personnes de 50 ans et plus, est-ce que tu as une autre clientèle aussi en dehors de ça? Mais la seule clientèle que j'ai, en fait, c'est que j'ai déjà travaillé avec des athlètes. J'ai été introduit il y a plusieurs années aux gens de 50 ans et plus. Les activités que je fais en clinique 1 à 1, par exemple, j'attire une clientèle symptomatique, sauf que à l'intérieur de tout ça, ça peut être des gens de tout âge. Mais les cours de groupe, par exemple, je m'en suis tenu vraiment aux 50 ans et plus. J'ai une spécialisation en gestion des maladies chroniques et en gestion de la douleur chronique. Puis on sait qu'évidemment, quand la sagesse prend forme sous le regard du temps, là, les gens ils deviennent un petit peu plus âgés, mais ils développent certains petits problèmes de santé. Donc, je me suis tourné vers cette clientèle-là. Puis dans les cours de groupe, je dois avouer que ça m'intéresse beaucoup. C'est une clientèle qui est excessivement fidèle, qui est récurrente, qui revient, puis qui apprécie beaucoup qu'est-ce qu'on fait. Souvent, un petit peu plus jeune, les gens vont essayer plusieurs différents trucs, mais quand tu réussis à convaincre quelqu'un de 50 ans et plus qu'ils trouvent intéressant puis qu'ils veulent y participer, elles sont absolument excessivement fidèles. Donc, en clinique, oui, tout âge, toute problématique de santé, mais pour les cours de groupe, là, 50 ans et plus, là, c'est ma marque de commerce. D'entrée de jeu, je t'ai demandé, tu sais, t'es pas choisi d'être en forme, mais il y a une chose que tu as parlé justement sur le plateau qui m'a interpellé beaucoup. Tu disais que les gens, paraît-il, font pas assez d'exercice physique. Les gens sont pas si en forme que ça. Ou en fait, j'aurais demandé, est-ce que les gens sont en forme en Outaouais, mettons, ou au Québec? Non, en fait, malheureusement, là, les statistiques sont assez pitoyables. On sait qu'on devrait faire à peu près 150 minutes d'activité physique, là. Puis ça se situe toujours entre 10 et 15 % des gens qui répondent à ces critères-là, là, qui sont établis par Santé Canada. On dit par jour. Par jour, okay, puis même par semaine. Donc, mais les gens, on est malheureusement très, très inactifs. La clientèle retraitée, c'est drôle, mais c'est une des clientèles les plus actives parce que entre la trentaine et la quarantaine, on passe beaucoup de temps dans nos familles, dans nos carrières, dans notre travail. Et puis, évidemment, là, c'est rare, c'est pas rare, mais on n'est pas assez en forme comme société parce que si on faisait un petit peu plus d'exercice, on répondrait à beaucoup de problématiques qu'on a dans notre société. Être plus en forme, puis on parle pas ici de courir des marathons, on parle pas non plus de faire des activités de haute intensité, là. On parle de 30 minutes d'exercice par jour. Donc, c'est quoi 30 minutes d'exercice par jour? C'est de marcher au travail, c'est de faire des activités dans notre quotidien. Mais malheureusement, là, d'un point de vue statistique, là, on a beaucoup de difficultés à atteindre ces objectifs-là. Fait que là, tu me dis c'est 30 minutes par jour. Tantôt, tu m'as lancé 120, 150 minutes.
150 minutes par semaine. Par semaine, OK. Fait que 5 jours semaine, 30 minutes. Voilà. Mais il faut se regarder un tout petit peu à un moment donné, tu sais, de dire, est-ce que je le fais, ce 150 minutes-là? Il y a des dépanneurs en dedans de 5 minutes d'à peu près de la maison de chaque personne que je connais. Là. Combien d'entre nous prenons notre auto versus marcher pour aller au dépanneur? Puis c'est une activité qui est excessivement simple. Mais malheureusement, on n'en fait pas assez. Puis on n'en fait pas assez en famille non plus. Fait que ça, c'est un autre sujet. Hein. Mais la quantité d'exercice, ça doit... ce qu'on a besoin comme quantité d'exercice, je doit varier avec l'âge aussi. Comme un jeune, c'est souvent la préoccupation, beaucoup des gens, là, chez les jeunes à l'école sont assis, à la maison, c'est les tablettes, les écrans, etc. Fait que les jeunes, ça a l'air de quoi, supposons, ou si on regarde les différentes tranches d'âge, ça doit varier. Ça varie, sauf que le temps, chez les tout-petits, c'est le double du temps, en fait. On suggère, comme pour les plus jeunes à l'école primaire, là, c'est 60 minutes d'exercice par jour. Ce qui varie beaucoup au niveau, c'est pas nécessairement le niveau de temps, mais c'est l'intensité dans laquelle on va faire nos activités. Donc, évidemment, pour un gars comme toi, faire 30 minutes de marche, c'est une activité de très basse intensité, sauf que pour ma mère qui a 80 ans, aller prendre une marche de 30 minutes, c'est une activité quand même retenue et soutenue qu'elle peut faire sur une base régulière, ça va avoir des effets. Moi, je dis toujours que l'amélioration de ma condition physique, là, c'est 2 paramètres importants. Le premier, c'est ma capacité de gérer le stress que je m'impose. Fait que je pense que si je vais courir avec ma mère dans le parc de la Gatineau, elle n'aura pas vraiment le temps de faire un arrêt cardiaque. Là. Il y a quelque chose à quelque part qui va casser bien avant qu'elle ait la chance de se rendre à avoir un stress cardiovasculaire. Puis la deuxième, c'est de récupérer du stress que je me suis imposé. Fait que le gars, tantôt, qui fait 14, 15, 16 heures d'exercice par semaine dans son travail, lui, il récupère pas beaucoup. Fait que même si les gens avec qui je fais d'exercice, c'est soutenu, c'est un effort, ça varie de personne en personne, mais en même temps, l'important là-dedans, c'est d'être capable de le faire de base régulière, cette activité physique-là. C'est quelque chose qu'on avait parlé aussi quand on s'était vu l'autre fois, le stress qu'on s'impose. C'est quoi les signes pour savoir? Moi, je trouve ça toujours difficile, tu sais, surtout... les gars, on a un peu d'orgueil tout le temps. On veut toujours se pousser plus. Puis là, tu sais, comme moi, j'imagine, t'as dû grandir avec les films de Rocky, tout ça, puis ils se poussent au maximum, puis tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, comment tu trouves la limite entre OK, là, je suis au point où j'ai donné assez de stress à mon corps, ou, tu sais, puis éviter la paresse en même temps, parce que moi, après 2 reps, j'ai le goût d'arrêter. Là. Ben en fait, dis-toi que monsieur, madame, tout le monde, là, autre qui n'est pas athlète, là, le cerveau va vouloir te faire arrêter bien avant que tes capacités physiques puissent être théoriquement arrêtées. Ouais. Un athlète, c'est le contraire. Ça veut dire qu'un athlète, lui, son cerveau, là, il va dire continue, puis son corps va arrêter. Maintenant, d'un point de vue très scientifique, il est possible pour nous de quantifier cet effort-là. Par exemple, tu mets quelqu'un sur un vélo stationnaire, tu augmentes progressivement la résistance du vélo stationnaire, tu vas voir augmenter sa fréquence cardiaque. On parle de différentes zones d'effort. Et là, je vais suggérer aux gens de dire, bon, ben voici votre zone d'effort à vous qui est idéale et voici le temps qui est prédéterminé pour ça. Okay. Maintenant, ça dépend de certains facteurs aussi. Est-ce que je suis diabétique? Est-ce que j'ai une maladie cardiovasculaire? Est-ce que j'ai des problèmes ostéo-articulaires? Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, on a vraiment tendance à rester dans une mentalité qui est le no pain, no gain. Hein? Si ça fait pas mal, ça doit pas être bon. Moi, je dis toujours aux gens, misez sur la récurrence. L'activité physique, là, c'est de le faire souvent que le plus grand effet sur notre santé et non l'intensité de cette activité physique-là. Okay. C'est un peu comme se brosser les dents. Tu peux pas te brosser les dents 4 heures le dimanche puis dire « Bon, ben, je suis bon pour le reste de la semaine. » T'es bien mieux de te brosser les dents moins longtemps, souvent. Puis ça va avoir des effets très positifs. Comment savoir si je dépasse mon intensité? Sur le fait même, c'est un peu plus difficile. Maintenant, après, comment est-ce que mon corps va réagir? En principe, après avoir fini une activité physique, on ne devrait pas ressentir une douleur associée à notre activité physique. Ah non? OK. Ah, là, il y a une gang de gars que je connais qui disent hey, « arrête donc! » Parce que, tu sais, on s'entraîne pas tout avec des... Ouais, c'est ça. Sauf qu'on aime ça, OK? Fait que maintenant, quel est ton objectif de faire l'activité physique? Plus l'intensité est élevée, plus on sécrète d'endorphines, plus ça fait du bien. Maintenant, on a tous vécu des sports intenses à un moment donné dans notre vie. Puis ça, là, c'est le fun aussi. C'est le fun d'avoir le sentiment de travailler très, très fort. Lorsqu'on fait la différence, c'est le lendemain. Est-ce bien écouter notre corps le lendemain, ça va déterminer si l'activité physique était peut-être d'une façon un petit peu trop intense. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas nécessairement dire de diminuer l'intensité de l'activité si on l'aime, parce qu'il y a d'autres objectifs à l'intérieur de tout ça. Okay. Sauf que, est-ce que je dois récupérer de cette activité physique-là? Maintenant, lorsque c'est bien coordonné l'intensité, c'est très différent. Donc, si je te donne comme exemple qu'une personne, ça prend 5 minutes pour faire un échauffement avant de faire un exercice cardiovasculaire.
Donc, le corps, lui, tout ce qu'il va faire dans le premier 2 minutes, c'est qu'il va surestimer ses besoins en oxygène. Après ça, il va sous-estimer ses besoins en oxygène. Puis là, à un moment donné, après 5 minutes, là, il va être capable de dire « Voici combien d'oxygène j'ai besoin, puis voici combien de fois par minute mon cœur devrait battre pour faire cette activité physique-là. Okay. » Ça, quand tu commences un exercice, tu es super essoufflé. Fait que prends comme exemple que je te dis « Hey, on va courir jusqu'au bout de la rue, tout de suite. » Quand tu vas arriver là-bas, tu vas dire « Wow, est-ce que tu es essoufflé? Quelle est ta perception de ton effort? » Sur une échelle de 1 à 10, l'échelle de bord qu'on appelle. Tu trouvais ça dur? Ouais. Maintenant, on va marcher pendant 10 minutes, puis ensuite, on va courir jusqu'au coin de la rue. Okay. Comment est-ce que ton corps va le percevoir? Comment tu vas le percevoir? Complètement différent. Parce que là, ton corps est activé. C'est un peu comme prendre notre auto à 40 en bas de zéro puis partir tout de suite. Le stress qu'on impose au moteur, il n'est pas le même que si on l'a fait fonctionner pendant 5 minutes. Donc, si l'échauffement est bon, s'il est fait de la bonne façon, si on a fait notre chaîne de progression à l'intérieur d'une séance d'exercice, ensuite, l'intensité, elle peut être beaucoup plus élevée que si cette augmentation-là de l'effort n'est pas bien coordonnée. C'est pour ça que des fois, on fait la différence dans les différentes activités, puis j'explique aux gens, on commence tranquillement et on va augmenter progressivement à l'intérieur de tout ça. Sauf que, quel est notre objectif? Dis-toi qu'il y a une personne qui fait un exercice cardiovasculaire puis qui a des problèmes cardiaques. Lorsqu'on dépasse ce qu'on appelle le seuil transitoire, le seuil aérobie, ou ce qu'on est trop essoufflé pour parler, ça, c'est ce que mon corps demande en oxygène. Mon cœur n'est pas capable de le fournir à 100 %. On tombe dans ce qu'on appelle une zone anaérobie. Cette zone anaérobie-là, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? C'est qu'elle crée un grand stress sur le corps. On sécrète de la cortisol. Puis là, tous mes paramètres physiologiques augmentent. Mais pour une personne qui est hypertendue, là, c'est pas bon de faire cette intensité-là. Les avantages pour le développement de son système cardiovasculaire, c'est le contraire de ce qui se passe. Donc, si vous avez un problème de santé cardiovasculaire, hypertension, historique d'infarctus myocarde, ou si vous recommencez, trop essoufflé pour parler, on a dépassé ce seuil-là. Fait que déjà là, tu as une piste à savoir si je vais un petit peu trop vite. Une personne qui est diabétique. On sait qu'une personne qui est diabétique, souvent, elle a trop de sucre dans son sang. On fait de l'exercice, on brûle des sucres. Sauf que si l'exercice, encore une fois, est fait en anaérobie, lorsqu'on est trop essoufflé pour parler, le corps sécrète de la cortisol et ça fait augmenter notre glycémie plutôt que de la faire descendre. Fait que j'explique souvent aux gens, lorsqu'on fait les tests d'évaluation cardiovasculaire, de dire « ce seuil-là, il est important pour vous ». Je leur dis pas que vous devriez vous entraîner entre 120 et 130 battements par minute. Je leur explique qu'au-delà de 130 battements par minute, les désavantages dépassent les avantages. Okay. Maintenant, c'est pas tout le monde et on est tous différents. Puis c'est pas tout le temps juste une question d'âge, c'est une question d'expérience, d'entraînement. Comment en santé je suis, parce qu'en forme, c'est une chose, mais il y a des gens qui sont excessivement en forme, ils ne sont pas du tout en santé. Puis il y a des gens qui ont des problématiques de santé sur lesquels on doit ajuster cette intensité-là. Mais si quelqu'un veut, exemple, améliorer son cardio, souvent on va entendre ça, bon, je vais avoir plus de souffle, je vais être plus en forme. Est-ce qu'il doit dépasser ce seuil-là ou il n'est pas obligé, il peut faire de l'exercice en dessous, puis ça va s'améliorer? En fait, c'est une question à savoir quel est l'objectif de l'amélioration. Quelle qualité physique est-ce que je veux augmenter? Maintenant, si tu marches au coin de la rue puis tu n'es pas capable de marcher plus que 5 minutes, bien, marcher va augmenter ton endurance cardiovasculaire. Ça veut dire que tu es dans une zone où ce que l'effort ou laquelle que tu veux faire, tu veux la répéter, cet effort-là. Évidemment, on va souvent dire aux gens de dépasser légèrement, augmenter le stress pour augmenter la réaction physiologique. Maintenant, est-ce que notre objectif dans la vie est de marcher plus longtemps ou de marcher plus vite? Est-ce que mon objectif est de jogger ou de courir vite? Donc, tout dépendant, ça, c'est des qualités physiques qui sont différentes. Plus l'intensité est élevée, moins ma capacité de soutenir cet effort-là a une longue durée. Je donne un exemple très simple. Si on est en aérobie, on peut soutenir l'effort sur une période de temps aussi longtemps que notre corps, mais d'un point de vue cardiovasculaire, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. C'est souvent le musculaire qui va nous arrêter parce que notre consommation d'oxygène va continuer d'augmenter. Maintenant, si je te demande de courir le plus rapidement possible, bien, la période de temps diminue. Donc, plus on augmente notre fréquence cardiaque, donc plus on augmente l'effort, plus la durée diminue. Maintenant, il faut que ce soit bien coordonné pour répondre à nos objectifs. Mais une chose est claire, on veut miser encore une fois sur la récurrence, puis aussi de déterminer quels sont mes objectifs, quelles sont les qualités physiques que je veux augmenter pour s'assurer que la planification de ces exercices-là, pas juste d'une séance, pas juste à l'intérieur d'une séance, mais à l'intérieur de plusieurs différentes séances pour nous permettre justement de dire si tu as fait une très haute intensité le lundi, là, le mardi, il n'y a pas d'avantage à faire une très haute intensité. On devrait faire soit un repos
actif ou même un repos passif, soit plus basse intensité ou complètement arrêté. Reprendre l'énergie, refaire l'énergie pour que le corps puisse s'adapter et ensuite pour te permettre de faire un plus grand stress sur une autre séance d'exercice. Sinon, plutôt que de nous améliorer, on va se détériorer. Mais est-ce que j'aurais tendance à dire, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses, si c'était mieux de faire un exercice plus relax que de rien faire du tout, peut-être? Absolument. Il y a une garantie là-dedans, c'est que indépendamment de l'intensité, là, si c'est un mouvement, ça a un avantage. Donc, il n'y a pas de cette notion-là longtemps qu'on a dit, si tu ne fais pas battre ton cœur au moins 100 battements par minute, ça donne rien. Ben non, c'est pas vrai. Absolument pas. Il y a des gens qui, eux, vont marcher pendant des heures de temps puis leur cœur va rester à 80 battements par minute. Sauf que cette personne-là, là, elle a des avantages santé beaucoup plus imposants que la personne qui va rester sur le divan. La sédentarité, il y a c'est ça la problématique, c'est de ne pas en faire. Au-delà de ne pas en faire assez, là, ne pas en faire du tout, là. C'est loin de ne pas en faire assez. Là. Ouais. Donc, moi, là, je dis toujours aux gens, là, ma recommandation, la numéro 1, c'est ce que je dis le plus aux gens, là, 30 minutes de marche tous les jours. Okay? Ça, c'est le meilleur remède pour l'homme, c'est la marche de 30 minutes. Parce que à un moment donné, le corps s'active, le métabolisme s'active. Ça a un effet sur la gestion de ma glycémie, ça a un effet sur ma santé cardiovasculaire, ça a un effet sur ma dépense calorique, ça a un effet sur ma santé mentale, ça a un effet sur la sécrétion d'endorphines. Maintenant, ce qu'on sait, par exemple, c'est que plus l'activité est intense, dans la mesure où je suis capable de soutenir cet effort-là, là, on sécrète un petit peu plus d'hormones du bonheur. Donc ça a des avantages aussi. Puis, on revient encore à notre sentiment de tantôt, là. On aime ça, travailler fort. Est-ce que est-ce qu'on fait toujours de l'exercice pour améliorer notre physique ou est-ce qu'on fait de l'exercice aussi pour notre mental, pour se sentir bien, se sentir en confiance, te dire hey, moi, je fais une action. On se culpabilise beaucoup sur l'activité physique. Moi, je croise des gens à l'épicerie puis ils me disent hey, ça fait un bout que tu m'as pas vu dans tes cours, là, mais tu sais, j'en fais pareil, là, puis moi, je dis aux gens, moi, j'ai pas cette prétention-là de vous culpabiliser, là. Ouais. C'est pas mon approche. Moi, je veux que vous bougiez, je veux vous donner une opportunité de bouger, puis si ça vous tente de venir le faire avec moi, faites-le. Mais c'est pas moi qui va vous dire que vous ne devriez pas le faire avec quelqu'un d'autre. Trouvez quelque chose que vous aimez. Puis si vous trouvez que la marche, c'est ce que vous aimez le plus, bien faites ça, évidemment. Quel est mon objectif? Si notre objectif, c'est de perdre du poids, il faut marcher beaucoup pour brûler assez de kilocalories. Sauf que si mon objectif, c'est de dire hey, moi, là, ça me change les idées. J'aime ça aller marcher dans le parc de la Gatineau, bien basse intensité, là, j'entends le vent, je vois la nature, j'entends les oiseaux, ça me crée du bonheur, ça, ce sentiment-là d'être en train de faire quelque chose. Toute activité physique est bonne, c'est juste la faire tout croche qui des fois peut être problématique. Puis la faire tout croche, est-ce que c'est entre autres, ça m'interpellait ce que tu disais tantôt, qu'on donne trop de stress à notre système, qu'on est déjà une personne tendue, une personne stressée, on est grosse journée, tout ça. Là, c'est quoi il y a des problèmes, j'imagine, de santé qui peuvent survenir. Puis justement, je pense, puis ça m'avait frappé, que si je me trompe pas, ma tranche d'âge, moi j'ai 42, okay. On est comme plus sujet à faire des arrêts cardiaques que plus vieux. Okay. Puis je me dis, peut-être que c'est ça, c'est le cas, tu sais, la crise de quarantaine, puis là, il se pousse trop, puis tu sais, la crise cardiaque sur la patinoire à la ligne de garage de hockey, tu sais, c'est des histoires communes, me semble. Ben, dis-toi qu'il y a plus d'arrêts cardiaques dans les bingos qu'il y en a dans des cours de haute intensité. Là, ce qu'elle est la problématique, en fait, c'est d'imposer à notre corps un stress qui, encore une fois, dépasse notre capacité. Parce que quand tu arrives à 60 ans, tu n'as comme plus nécessairement le même sentiment du gars, parce qu'on est dans la même tranche d'âge, du gars qui va aller jouer au hockey, qui va dire, moi, là, il faut que je me donne, OK? L'autre problématique aussi, c'est que quand on a une quarantaine d'années, on pense qu'on a encore 20 ans. J'ai jamais rencontré un gars depuis une ligue de garage de hockey qui va faire de la préparation physique. À 40 ans, il faut se mettre en forme pour faire du sport et non faire du sport pour se mettre en forme. Sauf que je dis ça constamment, puis j'en suis un exemple aussi. Là, on ne se met pas en forme pour faire du sport. Fait que des fois, le stress est imposé. Maintenant, faisons une distinction entre le stress qu'on connaît bien, là, le stress qui barre oblique, anxiété, ce qui est d'ordre très psychologique, et le stress sur le système vasculaire, le stress sur mon système articulaire. Ouais. Je te donne un exemple très, très simple. Quand tu avais 20 ans, tu étais sur une table de pique-nique, là, puis tu sautes en bas de la table de pique-nique. Les chances sont bonnes que ton système musculo-squelettique peut soutenir ce stress-là. Si tu le fais à 40 ans, là, les chances sont moins bonnes. Pas aussi le fun.
Puis si tu le fais à 60 ans, à 80 ans ou à 90 ans, ça ne fonctionnera pas. Donc, la proportion du stress imposé selon ma capacité. Maintenant, sûrement que toi, tu es capable de sauter en bas d'une table plus que moi parce que peut-être tu t'es pratiqué à le faire. Peut-être que tu es en meilleure forme que moi. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités de vie. Mais en bout de ligne, dans la quarantaine, c'est un point, c'est le stress d'ordre psychologique qui vient nous ronger. Moi, je dis souvent aux gens, là, quand vous êtes stressé, là, votre tension artérielle augmente. Quand vous êtes stressé, là, votre glycémie augmente. Fait que souvent, vous allez faire des exercices, sauf que la clé, en fait, ce serait de vous attaquer à votre stress. Mais on sait que l'activité physique, ça fait diminuer entre 50 et 60 % l'incidence du stress. Fait que moi, je dis aux gens, c'est pas le stress de l'activité physique qui va vous amener vers l'infarctus du myocarde quand vous êtes une personne stressée dans la vie. Ça va avoir des effets positifs. Sauf que si vous, encore une fois, n'êtes pas réaliste de ce que vous vous imposez, bien là, ça devient dangereux. Le hockey là, de garage, c'est une des activités sportives les plus dangereuses qui existent. Pourquoi? Parce que c'est tous des gars ou des filles qui ont déjà fait un sport. Puis quand tu prends une petite rondelle noire, tu la garoches dans le coin, là, tout le monde a tendance à aller au-delà d'eux-mêmes. Okay? Si tu as déjà joué au hockey, là, tu t'assois sur le banc de la ligue de garage, là, puis tu donnes un coup de coude à l'autre, tu dis, je pense pas que c'est normal que tu es bleu. Okay? Calme-toi. Mais comment tu fais pour te calmer quand l'autre à côté de toi veut courir? Maintenant, ces deux mêmes gars-là iraient faire du vélo. Il n'y a pas personne qui s'amènerait au-delà de lui-même à l'intérieur de tout ça. Encore moins si tu fais du vélo stationnaire ou si tu fais de la course à pied par toi-même. Donc, un sport dans lequel il y a une espèce de compétition qui va t'amener au-delà de toi-même. Puis en plus, si tu as déjà été capable d'aller au-delà de toi-même, il y a comme un petit quelque chose en dedans de toi qui veut faire ça. Puis ça, j'essaie de faire une mise en garde chez les gens. Là. Je parle beaucoup d'activité physique post-quarantaine. Là. Peut-être que je vais commencer post-trentaine bientôt aussi. Là. J'ai ma tranche d'âge. Mais l'ego, on dirait que les hommes, on est pire, je pense. Je ne sais pas Absolument. si c'est le cas. Là, mais non, ça c'est une facile. Oui, exact. Mais, tu sais... ma copine a fait des cours de kickboxing. Okay? Puis je dis, hey, ça c'est dur de faire des cours de kickboxing. Elle dit, oh, ouais, mais moi et ma chum, on va prendre ça relax. On va bien s'écouter, on va prendre ça relax. Okay? T'en fais des arts martiaux, toi? Tu es capable de prendre ça relax? Puis le gars à côté de toi, là, ça fait 10 ans que tu le connais. Là. Tu es capable que lui prenne ça relax parce que quand lui te regarde, toi tu le regardes, automatiquement. Oui, les hommes, on a ce sentiment de. Moi, j'appelle ça le road warrior. Là, le sentiment warrior à l'intérieur de tout ça. Parce que ça nous amène du bonheur. Puis ça nous a déjà amené du bonheur. Toute personne qui a déjà fait du sport compétitif, là, on a aimé ça se faire donner une volée. Même si pendant qu'on faisait l'activité, on se disait, hey, mon corps veut fendre, je déteste. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sports de très grand stress. Là. Les courses, les crossfit, les courses dans la boîte, toutes ces choses-là. Tu sais. Pourquoi les gens aiment tant? C'est populaire. C'est populaire parce qu'on aime ça, fournir beaucoup d'énergie, parce que ça nous rend... ça nous fait du bien d'être capable de le faire, puis ça vient toucher quelque chose que il n'y a personne qui aime ça ne pas réussir une activité. À un moment donné, de dire « Ah, je suis plus capable de faire ça, là. » Ça, c'est dur. Puis c'est pourquoi que quand je travaille avec la clientèle de 50 ans et plus, j'essaie de travailler très, très fort, les faire réussir une activité. Ça ne veut pas dire que je leur demande de faire des choses qui sont très, très faciles. C'est juste que j'essaie de faire de façon progressive, augmenter leur capacité de fournir l'effort. Puis quand la qualité du mouvement est au rendez-vous, on peut augmenter l'intensité parce que de ne pas réussir, là, ça ne donne pas le goût de continuer. Non, c'est ça. J'imagine l'idée, tu disais, de progression aussi, ça doit être préférable pour la motivation. Absolument. Oui, j'ai dit ça, c'est une des pires erreurs qu'on fait dans des cours de conditionnement physique, c'est d'amener les gens à dire faut absolument travailler très, très fort. Puis je le comprends parce que ça fait longtemps que je donne des cours de conditionnement physique, puis à un moment donné, on se retrouve à donner des gens, on a peur que ce soit plate. OK? Puis on a peur aussi que les gens disent c'était bien trop fafa, là, juste pour une citation pour mon fils. C'était bien trop fafa, cet exercice-là. Ça doit pas être bon, c'était fafa. Fait que moi, à un moment donné, je donnais des cours de spinning, puis les gens dans mes cours ils disaient « Wow, on travaille pas mal moins fort. » Puis je disais « Ouais, mais peut-être que ça a des effets plus positifs sur votre corps à long terme de le faire de cette façon-là. » Tandis que juste de vous faire aller « Go, 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 monte, go, par là, par-ci, par là, ça n'a pas nécessairement mieux, mais notre perception comme consommateur, souvent, c'est de dire « Si j'ai trouvé ça dur, ça doit être bon. » Mais moi,
je continue de dire, puis c'est encore une fois, c'est très différent entre une clientèle de 30 à 40 ans, une clientèle de 20 ans, puis une clientèle de 60 ans. La clientèle de 60 ans, je pense pas qu'elle a ce même, de façon très généralisée, qu'elle a ce même besoin-là de faire quelque chose qui est au-delà de ses capacités. Moi, je pense que ça décourage beaucoup de personnes, puis souvent, ça lui fait faire un coup de vieux. Moi, la pire chose que j'entends chez quelqu'un, c'est d'entendre dire « Ah, je suis pas capable. » Ou « Pas capable, ça donne pas le goût de réessayer. » là. Ouais. Mais si tu as 20 ans, par exemple, puis là, je te demande de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire, mais peut-être que ça va te motiver. Ouais. Mais en même temps, là, c'est pas juste une question d'âge, c'est une question de personnalité. C'est une question de où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, puis quel est notre background quand ça vient à ces activités-là. Moi, je prône la réussite. Je pense qu'une bonne réussite, une bonne planification, une augmentation progressive, ça, c'est la clé pour que les gens restent motivés. Puis encore plus important pour moi, sécuritaire. Tu sais, une activité qui n'est pas sécuritaire pour moi, les gens me font confiance parce qu'ils sentent que je leur amène vers quelque chose qui est pertinent pour eux d'un point de vue de sécurité. Ce serait contre un petit peu ma formation professionnelle de les amener vers quelque chose qui serait dangereux pour eux autres. Il y a bien des sports, par exemple, que je veux pas, tu te mets à risque de certaines choses. Ouais. Mais à risque de quoi? Tu sais, je veux dire, il y a des sports, mettons, un sport de combat, ben oui, tu te mets à risque d'une certaine chose. Mais tu vois, ça, c'est quand même pas tout à fait dans ma game à moi. Tu joues au hockey à 40 ans, là, le risque de tomber, là, puis de rentrer dans une bande, puis de te faire très, très mal, il est grand. Ces risques-là, là, pour moi, là, tu pourrais débouler en bas des escaliers de ta cave, tu pourrais marcher puis te faire mal. Ça, pour moi, c'est pas en lien avec l'activité comme telle. Si elle est bien coordonnée, l'activité, le stress imposé, pour moi, ça, c'est différent. Sauf que si je dis si je commence à faire sauter en bas de la table de pique-nique ma gang de gens de 60 ans et plus, là, ben là, je leur impose un stress qui est pas bon pour eux autres. Puis là, c'est pas sécuritaire. Puis, parce qu'il y a aussi les jeunes, on entend parler beaucoup de la sécurité dans le sport, entre autres comme le football. Tu sais. Moi, ce que je remarque, c'est ce que je crains un peu là-dedans, c'est qu'il y a un peu de démotivation des jeunes à participer à des sports où ils doivent se dépasser un peu plus. Fait que c'est un petit peu touché, je trouve, de trouver l'équilibre dans tout ça. Tu sais. Moi, je suis tout pour le dépassement physique. Je suis pas pour les stress déproportionnés. Je donne un exemple très, très simple. Faire patiner tes jeunes forts, intenses, aller les amener puis les faire patiner en rond puis leur donner, puis là, ils sortent de la pratique, puis ils ont eu chaud, puis ils ont sué, puis ils ont travaillé fort. Bon stress. Ça, c'est motivant. Ouais. Faire patiner des gars juniors majeurs jusqu'à temps qu'ils vomissent sur le bord de la bande, c'est une réaction de ton corps qui dit que l'intensité n'était pas la bonne. Mettre une gang de gars en ligne, puis à toutes les fois qu'ils passent, tu leur donnes des coups de coude dans la face. Ouais. Peut-être pas nécessairement aussi la façon de dire ça c'est dur. Non. Je vais t'arrêter quelques secondes, Stéphane, juste le temps de dire merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV ou TVC Basse-Lièvre. Allez au www.tvc.qc.ca si vous voulez voir le reste de l'entrevue en ligne. Merci. Ouais, c'est ça. Mais je trouve c'est difficile à gérer. Puis en même temps, je me dis, tu sais, tantôt on a parlé de motivation. Chez les jeunes, je sais pas à quel point tu as travaillé avec une clientèle jeune, mais des fois, c'est difficile puis moi, des fois, je vais vivre ça, ce problème-là, avec mes enfants, tu sais, ou du moins, je voudrais dire avec mon garçon. Quand ça devient trop intense, on dirait que ça va les décourager, mais en même temps, j'essaie de leur faire comprendre que tu peux avoir un peu mal, tu peux sentir de la douleur, c'est pas la fin du monde. Puis nécessairement, au karaté, bon, des fois, il y a des contacts. C'est pas voulu. Oui. On essaie de le faire de la façon la plus sécuritaire possible. Puis dans d'autres sports, la même chose. Je regarde les jeunes au football, il y en a qui vont savoir un bon coup, puis bon, là, des fois, c'est un peu plus sérieux parce qu'on parle de commotion et tout ça. Mais en même temps, tu comprends-tu, il y a comme une zone, quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à dealer en tant que parent pour garder ton jeune motivé à dire, ben OK, oui, tu as reçu un coup, oui, c'est difficile, mais je t'encourage à continuer pareil. C'est de l'adversité à laquelle tu fais face, puis tout ça. T'sais. Chaque enfant est différent, évidemment. Mais en même temps, selon le groupe d'âge, il y a un développement de l'enfant qui est bien important à prendre en considération. Okay. Fait que, tu sais, prends un enfant de 7 ans, là, le dépassement de lui-même, c'est pas une notion que son cerveau il est capable d'assimiler. Donc, de vouloir lui expliquer, de se dépasser lui-même, ça peut devenir difficile. En même temps, souvent, on va se tourner vers la compétition un et l'autre. De dire, OK, ben, les deux, vous allez courir le plus vite que vous pouvez. Fait qu'est-ce qui va amener mon enfant à vouloir se donner plus? Ben, c'est le fait qu'il veut arriver avant son
ami? Est-ce que c'est positif pour lui, mais négatif pour l'autre? Ça aussi, c'est à prendre en considération. Je pense qu'à un moment donné, moi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de truquer les jeunes à faire un effort plus grand. À un moment donné, j'avais un programme de préparation physique pour le hockey, pour les tout-petits. Puis, ce que je m'apercevais, là, c'est qu'on lui faisait faire du traditionnel effort. Là. OK, on fait des push-ups, on court, on fait ça. Puis là, la seconde qu'on dit, OK, ben là, le dernier 20 minutes, on va jouer au soccer. Garochait le ballon de soccer, garochait le ballon de basketball, garochait les... Puis là, on les laissait aller. Là. Ils travaillaient bien plus fort dans le jeu que nécessairement dans un effort coordonné. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ce truc eux-mêmes, puis est-ce que ça vient d'eux? Mais il faut que ça vienne avec le plaisir. Parce que quand tu es tout petit, là, s'il n'y a pas de plaisir, on n'a pas le même sentiment que nous, on a quand on est un petit peu plus vieux, de dire, ben c'est important de me dépasser parce que ça va m'amener plus loin. C'est comme un peu expliquer à un enfant de 8 ans qui devrait mieux manger, fait comme ça, il ne sera pas diabétique plus tard. On n'est pas là dans cette notion-là. Fait, c'est bien comprendre le développement de l'enfant, mais surtout d'essayer de se tourner vers quelque chose qui est le fun, puis trouver des alternatives de comment est-ce qu'on peut les truquer à travailler plus fort sans qu'ils s'en aperçoivent. J'imagine que ça arrive plus vers l'adolescence, le switch de dire « Ah, mais regarde, je peux atteindre des objectifs, je peux me dépasser, je peux me pousser là. » Oui, bien c'est ça. Puis en même temps, encore une fois, il y en a que c'est une façon de se dépasser, c'est justement faire bien comprendre les objectifs. Moi, je les aime, bien comprendre les objectifs, surtout à l'aube de l'adolescence. C'est-à-dire, pourquoi tu veux travailler plus fort? Tu veux travailler plus fort parce que tu as des avantages, puis ça va t'amener plus loin. Tu veux travailler plus fort parce que toi-même, tu veux réussir, parce que tu veux que les autres te reconnaissent d'avoir réussi. Il faut assez bien comprendre le développement de ces jeunes-là pour les amener un petit peu plus loin. Mais je pense que les gens en éducation, ils vivent la même chose aussi. T'sais. Qu'est-ce qui motive un enfant à vouloir travailler plus fort à l'école? Ouais. Est-ce que mon enfant de 7 ans perçoit faire des devoirs comme étant une forme pour lui de pouvoir développer ses capacités intellectuelles ou il voit ça comme une punition puis quelque chose qu'il n'aime pas? Je pense que c'est de bien comprendre ces jeunes-là pour essayer de les amener où nous, on aimerait atteindre nos objectifs, mais de façon intelligente. C'est un bon parallèle, je trouve. Avec l'école, ça se ressemble. Tu vois, là, on est à la fin janvier, puis moi, ma blonde a déjà travaillé dans un gym, puis elle me compte souvent ça, tu sais. Janvier, c'est toujours la période pour la mise en forme, c'est des résolutions, hein. Fait que là, les gyms, ça se remplit. Celle-là, je peux t'en parler longtemps, en fait, ouais. Là, t'arrives février-mars, puis tu sais, il y a bien de clientèle qui sont partis. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les gens sont pas motivés? Ou qu'est-ce qui fait que, tu sais, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas la bonne source de motivation? C'est-tu parce que... C'est multifactoriel, en fait. La première chose, en fait, il faut occasionner un changement. Pour occasionner un changement, il faut être ouvert au changement. Il y a 4 stades de changement de comportement. Fait que la première, en fait, c'est ce qu'on appelle la pré-contemplation. Ça, c'est où ce que tu dis, ouais, je devrais m'inscrire à un gym. Ensuite, tu as la contemplation. Ça, c'est tu rentres dans le gym puis tu dis, ouais, c'est beau ici, combien ça coûte, ça. Ensuite, il y a une mise en action. Tu t'inscris au gym, puis ensuite, il y a le soutenu de l'action où ce que tu vas au gym. Sauf que si tu n'es pas prêt, là, tu le feras pas. Tu y arriveras pas. Puis pourquoi janvier? Janvier, c'est imposé. Fait que c'est une motivation extrinsèque plutôt qu'intrinsèque parce que le temps est déterminé. On est fatigué. C'est le pire temps de l'année. En fait, c'est ainsi là, que les gens ne se sentent pas bien, les gens se sentent fatigués. Donc, non seulement est-ce que c'est pas moi qui ai choisi, mais j'étais à un temps de ma vie, dans mon année où il y a moins de lumière, que je dors moins bien, que je suis pas mal plus pauvre que j'étais il y a 2 mois parce que je passais à travers de Noël. J'ai changé complètement mes habitudes dans les dernières 2 semaines. Fait que le temps de l'année est pourri. Donc, moi, je dis toujours aux gens, c'est pas en janvier qu'il faut prendre ces fameuses résolutions-là. Puis, dis-toi qu'il y a juste 24% des gens, je le sais parce que j'ai fait une chronique spécialisée là-dessus, mais juste 24% des gens qui planifient à prendre une résolution. Ça devient de moins en moins populaire. En même temps, là, les centres de conditionnement physique, là, il y a juste 10% des gens qui payent, qui vont à la lueur de leur abonnement. Puis ça, c'est en tout temps. Fait que quand tu payes un abonnement, théoriquement, on dit que tu devrais, si tu y vas 2 fois par semaine, tu rentres dans ton argent. Sauf que juste 10% des gens qui font ça. Puis si vous connaissez pas quelqu'un qui a déjà payé un abonnement puis qui a pas été pendant plusieurs mois, là, ben appelez-moi. Parce que moi, j'en connais plein. Moi, j'ai travaillé longtemps dans des centres de conditionnement physique, puis c'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent. Maintenant, est-ce que l'activité physique, c'est celle que toi, tu veux faire? Ou est-ce que c'est la seule que tu connais? Est-ce que tu t'es dit,
Je suis aussi bien d'aller à un gym. Moi, il me semble que ça je pourrais faire ça en janvier, aller au gym. Pourquoi tu vas au gym? Il y a d'autres alternatives. Il y a des programmes d'activité physique maison. Ça nécessite plus de motivation, mais tu peux y aller à ton rythme. Il y a des gens qui n'aiment pas le monde. Pourquoi est-ce que tu voudrais aller avec le monde? Prenez pas un cours d'aquaforme si vous n'aimez pas l'eau, puis prenez pas un cours en plein air si vous n'aimez pas aller dehors. Donc, de choisir l'activité physique qui est propice à ce que je la fasse le plus. C'est lourd aller à un centre de conditionnement physique parce qu'il faut que je mette mes espadrilles, il faut que je me rende, il faut que je me change, il faut que j'embarque, je revienne, je me rechange. Donc, le bloc de temps associé, puis tu le sais, tu as une jeune famille, c'est dur à l'intérieur de tout ça de mettre ces blocs de temps-là. Il y a des athlètes qui disent que la partie la plus difficile, c'est de se rendre. Absolument. Puis moi, je dis tout le temps, plus c'est dur de rentrer, plus c'est valorisant de sortir. Sauf que c'est pas une activité physique, c'est pas une activité que tu fais une fois par mois, là. C'est quelque chose que tu veux faire 2 à 3 fois par semaine. Fait que c'est beaucoup d'embûches. Maintenant, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je peux pas aller marcher dehors, je peux pas faire ci. » Bien, le centre de conditionnement physique, c'est une belle alternative. Tu peux aussi avoir une motivation de d'autres personnes. Moi, j'aime beaucoup les cours de groupe parce que les gens, l'aspect social de cette activité-là, ça joue un rôle très important sur les faire venir. Sauf que si tu arrives d'un centre, puis que ce soit un centre de conditionnement physique ou un cours de groupe ou une activité X, Y ou Z, si tu ne te sens pas chez vous, là, tu n'as pas le sentiment d'appartenance, tu n'as pas le sentiment d'être à ta place, ça joue fort sur ta motivation. Tu dis que tu fais du karaté depuis très longtemps, tu connais tout le monde dans ce club-là, ça fait longtemps que tu es dans ce club-là, c'est aussi les gens, tu sais, fait que les gens, le sentiment de club, j'aime ça, moi, les kung-fu, les karatés de ce monde, le sentiment de famille, d'être dans un club, mais c'est la même chose dans un club de marche, c'est la même chose dans un club de course à pied, c'est quand tu fais partie de quelque chose, tu te sens bien aller. Puis moi, je suggère aux gens, allez-y dans le centre de conditionnement physique. Si vous ne vous sentez pas bien, allez voir un autre endroit. Allez essayer un cours de groupe. Tout le monde va vous donner un essai gratuit. Mais il faut absolument trouver une activité qui vous donne le goût d'y aller. Si vous n'avez pas le goût d'y aller, là, on joue un peu contre nous parce que on n'est pas nécessairement comme prédisposé à vouloir se soumettre à un stress. L'activité physique, là, c'est de se stresser, là. C'est de s'imposer de la douleur, là. Même si elle est minime, là, c'est s'imposer de la douleur. Là. Le réflexe de ton cerveau, c'est comme de se sauver de ça. Là. Absolument. On fait tout ça. On venait tout à la recherche de s'éloigner. Puis quand tu trouves quelque chose qui est le fun, ton cerveau peut arrêter de dire « je m'impose un stress », mais à la place, là, je m'en vais me faire du plaisir, je m'en vais voir du monde, je me change des idées, je m'en vais faire quelque chose qui me plaît. Ça, là, c'est 100% important. Fait que les résolutions, là, mais aussi, est-ce que l'habitude entre en compte dans le sens que, tu sais, des choses, tu parlais de brosser les dents tantôt, bon, brosser les dents, on se pose pas la question, tu sais, ben, ça me tente-tu, ça me tente pas de me brosser les dents, tu le fais parce que c'est ta routine. Le fait de faire de façon routinière, de se l'imposer, en guillemets, à certains temps de ta semaine, ça doit aider pour la motivation. C'est la loi numéro 1, en fait. Dis-toi qu'on ne peut pas s'enlever une mauvaise habitude. Okay? Le cerveau n'enlève pas de mauvaise habitude. Et on peut imprégner, mettre par-dessus une bonne habitude. Puis souvent, les gens vont s'imposer de s'enlever de mauvaises habitudes. Tu sais, dire, je vais arrêter de manger des chips. Pourquoi ne pas dire je vais manger plus de légumes? Tu sais, c'est une connotation très négative, puis ta perception de ton cerveau est différente. Maintenant, c'est sûr et certain que la planification, c'est la loi numéro 1 pour moi quand là, je rencontre des gens, puis je leur dis « Pourquoi vous ne faites pas d'exercice? Je ne suis pas motivé. » Je dis « OK, quand est-ce que vous allez faire de l'exercice? Lundi. » Ben non. Quelle heure? Ben lundi soir. Non, quelle heure? 7 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, lorsqu'on le met dans notre agenda personnel, que ce soit par écrit, que ce soit dans notre cerveau? À un moment donné, le corps va commencer à se dire, OK, ben si je suis pour faire de l'exercice à 7 heures, je dois être capable d'avoir mangé vers 5 heures. Si je suis pour manger à 5 heures, je ne peux pas finir le travail à 4h30, c'est impossible. Donc, logiquement, ça ne fait pas de sens. Quand c'est planifié, quand c'est coordonné, on a aussi beaucoup plus de chances de déplacer notre activité parce que sinon, là, on la repousse. Fait que dites-vous que vous allez faire de l'exercice lundi soir, là, puis si vous avez plein d'affaires à faire lundi soir, vous allez voir qu'à un moment donné, l'activité physique, elle dégringole, puis elle se retrouve tout le temps la dernière parce qu'elle n'est pas essentielle à votre survie. Donc, entre manger et faire de l'exercice, vous allez la mettre en bas. Puis moi, je commence toujours avec les gens, je leur dis, déterminez quelles sont vos embûches.
Moi, personnellement, je ne peux pas faire de l'activité physique le matin, j'ai des jeunes enfants. Fait que ça fait aucun sens. Ma conjointe, elle ne peut pas faire de l'activité physique après que les enfants sont couchés, parce que 5 minutes après qu'ils sont couchés, elle adore. Donc, elle est encore là, c'est une embûche. Donc, c'est une fausse façon de dire, moi, je peux le faire là. Donc, un coup, on a déterminé de dire, non, le mieux pour moi, là, quand j'y pense comme il faut, là, c'est sur l'heure du midi. J'ai pas d'autre choix que ça, parce que toutes les autres, c'est difficile. Déjà là, on a éliminé beaucoup de facteurs qui pourraient faire en sorte qu'on ne fasse pas notre activité. Fait que, oui, créer une habitude. Puis dis-toi que si tu te brosses les dents avec la main droite tous les jours, là, si tu brosses les dents avec la main gauche, là, ça prend 15 jours avant que ton corps, théoriquement, puisse créer ça comme étant une nouvelle habitude. Okay. Donc, développer une habitude. Maintenant, les gens qui la développent, cette habitude-là d'activité physique, ce sont des gens qui en font longtemps, qui en font souvent. Mais en même temps, à un moment donné, quelque chose arrive dans notre vie, on perd cette habitude-là. Puis elle est difficile à retourner à cette habitude-là. Sauf que le corps est très intelligent. Quand on recommence cette habitude-là, lui, il va le reconnaître, puis ça va devenir une activité qui est positive. Mais c'est positif. J'imagine, dans cette même optique-là, si tu commences à faire de l'exercice physique, puis tu as le goût de lâcher après 5 jours, parce que tu n'as pas aimé, ou 10 jours, peut-être de se donner la chance de dire, ben au moins, fais-le une bonne quinzaine de jours pour avoir une bonne idée de comment est-ce que tu te sens là-dedans. Les gens viennent nous voir pour faire des programmes d'exercice, puis je leur dis, ben combien de fois par semaine vous allez vous entraîner? Tous les jours. Alors, je dis, wow, c'est pas réaliste. Moi, j'ai dit tout le temps, 3 fois par semaine? Ben non, c'est pas assez. Oui, mais 3 fois par semaine pour le reste de votre vie ou 5 fois par semaine pendant 2 semaines? Fait que là, à un moment donné, 3 fois par semaine, puis là, j'en fais une 4e fois. Hey, j'ai dépassé mes objectifs. C'est très positif. 5 fois par semaine, cette semaine, j'étais allé juste 4 fois. Là, j'ai même pas atteint mes objectifs. Ça devient néfaste pour moi. Fait que je dis aux gens, là, misez sur ce qui est positif. Puis chaque succès que vous allez avoir va vous amener un autre succès. Puis ça, les gens, malheureusement, on a souvent tendance à dire, je l'ai pas fait. Puis un excellent exemple, j'ai un exemple d'un fumeur. Un fumeur, il fume pas pendant 2 semaines. Puis un soir, il sort avec ses chums, puis il prend une cigarette. Il dit, j'ai cassé ma streak, là, tu sais, en bon franco. J'ai cassé ma streak, fait que là, je recommence. Je dis, non, vous ne pouvez pas changer ce que vous n'avez pas fait hier, mais vous pouvez planifier de le faire aujourd'hui. Fait que ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir fait d'exercice hier. Planifier d'en faire aujourd'hui, ça, c'est positif, puis ça peut être fait. Parce que l'argument de dire, je n'ai pas fait, ça ne devrait pas être l'argument pour ne pas faire. Je culpabilise tellement quand j'en fais pas. Puis tu vois, j'écoutais un de tes conseils à part de ça, parce que ça, on n'en a pas parlé tantôt, on a parlé de stress, mais là, ma blonde est malade, fait que là, elle a un bon rhume, tu sais, fait que là, je dis, OK. Quand j'ai vu Stéphane, l'autre fois, il m'a dit, parce que je savais parler, je dis, dans les 2 dernières années, là, je suis malade tout le temps, j'attrape tout. Puis là, tu me dis, si tu fais beaucoup d'activité physique, des fois, le stress que tu vas t'imposer, ça va affecter ton système immunitaire. Absolument. Fait que là, c'est ça. Ma blonde était malade. Là, elle est arrivée malade lundi du bureau. Mardi, je devais m'entraîner. C'est ça, moi, ça, je pense. Mardi. Puis là, j'ai fait OK, non. Vas-y mollo aujourd'hui, là, puis tu reprendras demain, puis des journées qui sont plus intenses que d'autres. Les journées plus intenses, je vais les remettre à plus tard dans la semaine. T'sais. Les athlètes de haut niveau, ils vivent beaucoup ça. On entend parler des fois quand on écoute le hockey un tout petit peu. C'est simple, en fait, c'est que lorsque le corps se concentre sur l'activité physique, c'est un stress qui s'impose, puis c'est comme un système de protection. C'est comme la réaction au stress, en fait. C'est que le corps, lui, il va concentrer toutes ses énergies pour sa survie. Donc, il va augmenter la fréquence cardiaque, il va augmenter la circulation, la gestion de la glycémie, puis il va mettre de côté les systèmes qui ne sont pas essentiels à sa survie immédiate. Système immunitaire, système de reproduction, donc système de digestion. Donc ça, évidemment, là, quand on est de très haut niveau, on fait de l'activité physique, le stress qu'on s'impose, le système immunitaire, il arrête de fonctionner. Maintenant, quand on est fatigué, quand on est exposé à quelque chose, des fois, on peut dire hey, mon système me protège beaucoup. Mais là, on se l'impose, puis là, pouf, c'est là qu'on devient, qu'on l'attrape, en plus d'accumuler de la fatigue. Puis en plus que souvent, quand on fait des activités de haut niveau, on va dans des endroits où on s'expose aussi à certains virus qui peuvent être là. Fait que oui, moi, je dis souvent aux gens, des fois, le meilleur exercice, c'est le repos. En fait, c'est souvent le repos, le meilleur exercice. Ça, d'ailleurs, c'est une autre statistique qui est dérangeante. On dort pas assez, paraît-il. Oh, ben non.
Là, on parle à un gars qui dort pas beaucoup, là. On va blâmer ça sur mes jeunes enfants, mais non, en fait, on dort pas assez. On a aussi... c'est pas le genre d'affaires qu'on peut accumuler, le stress. Le sommeil. Le sommeil, on peut pas l'accumuler, mais la carence en sommeil, elle, on peut l'accumuler. Ce serait le fun si à un moment donné, on pourrait dire, hey, samedi, dimanche, là, je vais dormir 12 heures, puis 12 heures, là, puis théoriquement, je devrais en dormir 7 ou 8. Là. Fait, j'en ai comme 8 heures dans mon pack-sac, fait que lundi soir, je serais pas obligé de dormir. Ça marche pas comme ça. Mais si tu dors juste 5 heures lundi, 5 heures mardi, 5 heures mercredi, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu en manques. Le sommeil, c'est là que le corps se répare. Donc, que ce soit des stress que tu t'es imposés par l'activité physique ou que ce soit ta gestion de stress quotidien, à un moment donné, c'est lors du repos, que le corps va avoir la chance de se réparer. Puis c'est pas tout le temps une question de quantité de sommeil, c'est aussi une question de qualité de sommeil. Fait que souvent les gens, puis surtout avec ceux qui avaient des jeunes enfants, puis moi je l'ai vécu ça, c'est quand tes enfants se lèvent aux 2 heures, t'as comme pas eu le temps de passer à travers de ton cycle de sommeil, fait que t'as jamais tombé dans un sommeil qui est récupérateur. Fait que tu te retrouves à un moment donné à dire, oui, j'ai dormi pendant 10 heures de temps, mais je me suis réveillé à toutes les heures. Il n'y a pas de qualité de sommeil à l'intérieur de tout ça. Donc, pas juste la quantité, mais la qualité du sommeil. Pas toujours évident parce que des fois, il y a des facteurs externes là, qui viennent influencer tout ça. Tantôt, tu me parlais de tes groupes 50 ans et plus. J'imagine que ça doit arriver des fois du monde qui vont dire moi, je suis trop vieux pour ça ou je suis trop vieux pour faire l'activité. Impossible. Il n'y a pas d'âge. Ben, en fait, il y en a pas. Trop vieux. Non. On est juste trop vieux pour faire certaines activités. Puis ça, c'est pas 95 ou 108 ans. Là. Moi, j'en ai des cours au monastère Elmer. Il y avait une dame dans mon cours qui avait 100 ans. Oh. OK, l'année passée. 100 ans. OK? Des gens dans mes groupes, de leur dire, vous n'êtes pas trop vieux pour faire l'activité physique. Vous êtes trop vieux pour faire cette activité physique-là. Ça, c'est pas pareil. Puis c'est pas vous qui êtes trop vieux d'un point de vue chronologique. C'est physiologiquement votre corps qui est trop vieux pour pouvoir faire ça. Donc, non, c'est une question que est-ce que l'activité est adaptée? Est-ce qu'elle est adaptée à mon état de santé, à l'âge comme mon corps? Parce que si je fais une activité, n'importe quelle activité de très haute intensité, il y en a qui font toutes sortes d'activités. Maintenant, plus on a fait la même activité longtemps, meilleur est mon corps à le gérer. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de course à pied, s'il commence à courir à 50 ans, va trouver ça très difficile, très dur sur le corps. Sauf que si tu as couru toute ta vie, que tu aies 50, 60, 70, 80, 90 ans, tu es capable de courir, qu'est-ce qui va changer? Le montant de stress que je m'impose. T'sais, si tu cours tout le temps dans des côtes, peut-être qu'il y a moins de côtes. Si tu es habitué de courir des 20 km, peut-être tu vas choisir d'en courir 5 km parce que tes articulations, évidemment, ils n'ont pas le même âge qu'il y avait il y a 25 ans. Mais trop vieux pour faire de l'exercice, là, j'y crois pas. Non, celle-là, ça passera jamais. Au contraire. Plus on avance en âge, il me semble que plus on a le temps de se dédier à nous-mêmes. Puis se dédier à nous-mêmes, ça veut dire de s'occuper de nous. Tu sais, on est dans un système de déresponsabilisation de notre propre santé. Ça veut dire, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de moi. Ben si jamais il m'arrive quelque chose, je vais aller à... Aller voir le docteur, je vais lui demander une pilule. Arrête! Imagine, quand à un moment donné, je dis à quelqu'un, je dis, saviez-vous que 30 minutes de marche a le même effet sur votre tension artérielle que le médicament que vous prenez? Monsieur dit, ben oui, mais je le prends déjà, le médicament. Oh, OK. Je vais redire ça. Pourquoi ça vous tente de prendre ça? Pourquoi? Parce que le 30 minutes de marche que vous faites, là, celle-là, là, c'est une pilule à toute. Okay? C'est une pilule parce que non seulement elle va avoir un effet positif sur votre gestion de votre tension artérielle, mais elle va vous éviter de devenir diabétique, elle va vous aider à brûler quelques kilocalories, elle va être excessivement positif aux maux de dos, vos maux de genoux, vos maux de tête. Elle va vous aider à gérer votre stress, gérer votre anxiété. Elle va vous permettre de faire de l'interaction sociale parce que si à un moment donné, faire de l'exercice, c'est ça qui est le fun aussi, c'est de rencontrer d'autres mondes. Hey, un isolement, une personne qui reste toute seule chez elle, là, ça, c'est dangereux dans notre société. On dit qu'en fait, une personne qui habite seule double ses chances de faire un infarctus du myocarde. Hey, double? Voyons donc. Fait que juste le fait de sortir à l'extérieur, de voir du monde, puis c'est pas une pilule pour chaque, c'est une pilule pour toute la gang. Fait que non, moi, je suis pas contre. Hein? Un physiologiste de l'exercice comme moi, là, ça utilise l'activité physique en relation avec les gens qui ont des problèmes de santé. Puis qui dit problème de santé, dit « Hey, vous avez peut-être besoin d'aide. » Je suis pas anti-médicament, moi. Sauf que si quelqu'un me dit qu'au lieu de prendre ça, je peux faire ça,
Moi, personnellement, je veux choisir de faire plutôt que choisir de prendre. Mais est-ce que ça, c'est notre nature humaine? Pas nécessairement. C'est pour ça que c'est plus difficile si jamais ils inventent une pilule pour perdre du poids. Ça va être dur. Il y en a souvent des articles qui passent de ça, puis je vois ça, puis je dis « Oh my God, t'es pas sérieuse. » Puis la solution facile, je veux dire, ça attire tout le monde. Oui, puis en fait, on a beaucoup tendance dans notre société à prendre cette facilité-là, puis on est fort de plus en plus sur tout ce qui est marketing. Fait souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre des principes qui font du sens, des principes physiologiques, puis ils vont les extrapoler à en faire un produit miracle ou ainsi de suite. La notion de c'est trop beau pour être vrai, ça doit pas être vrai. Là. Ça peut pas être plus vrai que ça. Si ça existait un régime parfait, si ça existait la pilule miracle, mais on serait tous en santé, on serait tous minces, on serait tous parfaits. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas? C'est certainement pas parce qu'on n'y a pas accès. Il y en a 50 millions d'affaires où on peut faire ça en dedans de 15 minutes ou 3 minutes par jour et puis ça va sauver votre vie. Non, il faut se responsabiliser. La dernière promo que j'ai vue sur Facebook, c'est... ça dit tu vas prendre la masse musculaire sans faire aucun exercice. Mais c'est impossible. Voyons. Physiologiquement, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a aucun sens, ça. Mais c'était ça. Puis c'est vraiment une pub. Il y a quelqu'un qui paye pour mettre sa pub là, rouler sur Facebook. Alors, j'avoue, les gens... C'est que tu essaies de vendre, là. C'est ma vie, en fait, de cette démystification-là. Puis il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont bien accrochés à ça. Puis, tu sais, je veux dire... ma job dans la vie, c'est pas de dire tout ce dans laquelle je suis pas conscient, mais il faut quand même faire faut quand même avoir un certain réalisme. Là. Améliorer votre santé cardiovasculaire en 3 minutes par semaine. Mais non, ça marche pas, 3 minutes par semaine. Ouais, mais tu sais, c'est le bon programme d'exercice. Hey! J'ai 3500 exercices dans ma base de données. Je suggère toujours les mêmes 25. Pourquoi? Le corps fonctionne d'une seule façon. Okay? Si tu veux faire un renforcement pour ce muscle-là, il faut que tu plies ton coude. Okay? Donc, si tu ne plies pas ton coude, ça arrive à rien. Fait à un moment donné, là, ça prend un petit peu de réalisme, là, mais il y en a beaucoup. Moi, j'essaie de ne pas m'y attarder parce que sinon, je passerais ma vie à essayer t'obstiner avec ça. Puis ça m'arrive tout le temps de mettre un commentaire. Puis il faut que je fasse attention à ce que je dis ici parce que quelqu'un va envoyer et dire c'est pas vrai ce que tu as dit. J'ai lu un docteur qui a dit telle chose. Attention, faites attention. Ça marche pas comme ça. Sinon, on serait tous parfaits. Là, il y a une grosse partie de ta job, ça va être aussi de faire la promotion de l'activité physique. Absolument. Moi, j'ai eu la chance, je travaillais à l'Université du Québec en Outaouais. Puis c'était ça ma job, en fait. Puis je me suis un peu devenu ma mission de vie. Puis Myokin, c'est beaucoup ça. Fait tu sais, à un moment donné, d'aller faire des conférences ou de faire des ateliers. Mon but, en fait, c'est de pas promouvoir l'activité physique, mais d'essayer de motiver les gens. Fait que j'essaie d'être ce qu'on appelle un vulgarisateur scientifique, de dire aux gens, je peux bien vous expliquer pourquoi vous devriez faire l'activité physique, mais est-ce que je suis capable de vous motiver à en faire? Fait que faire la promotion de l'activité physique, là, ça fait partie de nos descriptifs comme kinésiologue. C'est pas juste de dire je fais des programmes d'exercice ou j'offre des cours de conditionnement physique, mais j'en fais la promotion, puis je pense que j'en mets un petit peu plus que la plupart des autres, puis je dis pas ça par prétention, juste parce que j'en mange. J'en ai fait comme ma mission de vie à un moment donné. Mais l'autre mission de vie que je me suis donnée, c'est que moi, je ne suis pas un extrémiste de l'activité physique. Il y a des gens qui vont en faire beaucoup plus que moi, qui vont être beaucoup plus élitistes que moi. Moi, je suis beaucoup plus le kinésiologue du 30 minutes de marche que le gars qui dit vous devriez aller faire l'ascension du Kilimandjaro, tu comprends? Parce que moi, je veux que tout le monde en fasse, puis qu'il y a certaines portions qui cadrent bien avec certaines personnes d'être là, tu sais. Mais pour chaque personne qui veut courir un marathon, il y en a combien qui devraient aller marcher tous les jours? Tu sais? Fait que moi, ma proportion est dans l'autre sens. Promotion de l'activité physique. Ça, c'est probablement la première affaire qui serait sur ma carte d'affaires. Tu disais que tu étais un peu intense. Tu me parlais hors d'onde, tu chantes quand tu donnes. Oui. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs années, un chum à moi qui me dit Hey Stéphane, il dit le prof de 50 ans et plus, c'est même que j'ai commencé avec les 50 ans et plus, le prof de 50 ans et plus, il peut pas donner le cours, puis dans ton CV, tu as mis ça. Je fais comme non. C'est vrai que j'ai déjà été prendre une marche avec ma mère, là, mais j'avais jamais vraiment travaillé avec cette clientèle-là. Puis je me suis retrouvé à aller donner un cours pour les 50 ans et plus. Je me suis dit, oui, alors comment compliqué est-ce que ça peut être? Je suis arrivé là-bas, là, puis je suis tombé complètement en amour avec la clientèle. Pour la première fois de ma vie, il y a une dame qui me dit, Stéphane, j'ai hâte de revenir, c'était le fun.
Mais il n'y a jamais un athlète qui m'avait dit ça après avoir vraiment bien fait mon travail. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à prendre goût à donner à cette clientèle-là. Puis moi, j'étais un gars qui chante dans la vie. Quand je rencontrais ma blonde, je chantais tout le temps dans la douche. J'ai arrêté parce que c'était dur ce ma guitare électrique, mais tout ça pour dire que je chantais tout le temps dans la douche, puis j'aime ça chanter dans la vie. Je pense que je suis un gars qui est relativement de bonne humeur. J'ai commencé à chanter dans mes cours. Fait que là, les gens, ils ont commencé à dire « Hey, chante-nous une petite chanson, Stéphane, une autre petite chanson. » Puis moi, ça me fait rire comme tel. Puis je donne souvent l'exemple d'une dame de 80 ans qui était dans mon cours. Puis elle s'appelait Madame X. Puis le matin, quand elle se levait, elle venait pour mettre ses espadrilles. Puis là, elle disait, non, au matin, je mets mes espadrilles de cours de conditionnement physique. Elle embarquait dans sa petite AVO. Elle ramassait sa jeune amie, 74 ans, toute jeune. Puis là, elle reculait. Faites attention, c'est une petite AVO jaune qui recule. Madame, elle tourne pas trop, fait que faites attention, tu sais. Elle arrive dans un cours de conditionnement physique, elle se met en avant, elle me donne un câlin. C'est important, la chaleur humaine, tu sais. Fait que là, elle me donne un câlin. Puis là, elle se met en avant. Tous les cours, 3 fois par semaine. Puis là, elle commence à bouger. Puis à un moment donné, je me prends un beau dimanche au soir, m'en allant me promener. Et là, la madame, là, elle allait tout le temps à la même vitesse. Sauf que son cœur allait tout le temps un petit peu plus vite. Dans sa tête, elle allait plus vite parce qu'elle avait du plaisir. Fait que là, elle commençait. Puis là, à un moment donné, je sais que je l'avais. Parce que elle se donnait une petite tape sur une fesse. Là, elle était encore plus de bonne humeur. Hein? Fait qu'à un moment donné, je me suis comme dit, il faut que ce soit le fun. Il faut le donner à les gens. Puis j'ai continué de chanter. J'ai eu la chance à un moment donné de faire une émission. J'ai fait une entrevue à Radio-Canada sur le kiné chantant. Puis on m'a demandé, tu sais, pourquoi tu chantes? Puis je dis, ben, parce que les gens, ils aiment ça. Ça les rend de bonne humeur. Fait que c'est devenu ma marque de commerce. Je pense que je connais pas, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui fait ça dans la vie, qui donne des cours de conditionnement physique puis qui chante, dites-le moi. Fait qu'au début d'une conférence, par exemple, je chante tout le temps. Fait que là, je me fais les gens se lever, je chante. Puis là, ils partent à avoir du plaisir. Puis là, ils s'assoient. Puis là, tu vois le buzz. Là, le monde, il rit, puis trouve ça drôle. Puis ça demande qu'est-ce qu'ils font là. Puis je leur dis, c'est le fun, hein, faire de l'activité physique. Imaginez ça quand c'est plaisant. Fait que, on m'appelle le kiné chantant. C'est devenu ma marque de commerce. Puis j'aime beaucoup, à la fin des cours. On a toujours une période de retour au calme. Puis j'aime à chanter des petites chansons, tu sais. J'envoie des messages. Je trouve des chansons québécoises qui me font plaisir ou des chansons franco-ontariennes qui amènent des beaux messages sociaux. Puis je leur chante ça à la fin. Fait que ma mère, elle m'a tout le temps dit que ma grand-gueule ne me laisserait jamais crever de faim. Je pense que ça a venu un petit peu de ça, mais honnêtement, je sais même pas si je le fais pour eux autres ou si je le fais pour moi, mais moi, ça me crée un grand bonheur. Puis là, je dis aux gens, personne ne peut juger ma voix ici, là, parce que vous n'avez pas payé pour ça. Là. Vous êtes payé pour l'exercice. Ça, c'est rien qu'un bonus. Mais non, autant pour moi, ça m'amène du bonheur. Je pense que les gens, ils l'apprécient. Fait que c'est ma marque de commerce. Tu transmets ton énergie, dans le fond, aux autres pour les motiver. Dans Absolument. Le fond, tout. Puis ça, moi, je compte des blagues. J'ai déjà été humoriste. J'ai déjà fait des spectacles d'humour. Pour vrai, OK, je pensais que tu faisais une joke. Non, c'était même pas une joke. J'ai déjà été humoriste. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que j'ai cette approche-là aussi dans la vie. Fait que les gens, ils viennent, je parle de ma mère, je parle de ma femme, je parle de mes enfants, je leur conte des blagues, je dis des jokes à mes enfants. Les gens, ce qu'ils me disent, ils disent, tu sais, Stéphane, t'es drôle, t'es le fun, ça donne le goût de venir. Le reste, tu sais, puis des fois, je pense que j'y pense même pas. Je pense que c'est juste dans ma personnalité, juste d'être comme ça. Je pense que ce travail-là, il m'a beaucoup plus choisi que moi, je l'ai choisi. Je suis pas sûr que si tu m'avais demandé à 15-16 ans qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, que j'aurais dit, ben, je vais être un kinésiologue puis qui donne des cours de conditionnement physique, mais ça a fait son chemin. Puis j'y ai été un bout de temps, je suis parti puis je suis revenu vers tout ça. Fait. Ce fun-là que tu as à parler devant les gens, puis faire ton show si tu veux. Là. Ah, c'est un spectacle. C'est bien c'est ça qui t'a emmené à faire des chroniques à radio et tout ça. C'est un peu comme un dérivé. Je vois ça un peu comme... Ben, à un moment donné... Ça fait combien de temps que tu fais des chroniques? Ça fait quand même un bout de temps. Depuis 2006, en fait, j'avais commencé à la TVA. Okay. J'avais fait des programmes d'entraînement pour les gens qui allaient faire l'ascension du Kilimanjaro là, pour un programme de fondation de l'hôpital. Puis à l'intérieur de tout ça, il faisait une vidéo. Puis un des gars qui me posait des questions sur ce qu'on faisait, il s'appelle Lucas, mon chum Lucas Jacques. Puis il me dit, ça te tente-tu? Il dit, tu as l'air à l'aise à la caméra, ça te tente-tu? Je te fais une chronique. Je dis, bon, oui. Fait que je commençais à faire des chroniques. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'en ai fait plusieurs.
animateur. Puis après ça, j'ai fait la radio pendant un bon bout de temps, différentes chaînes de radio. Puis là, présentement, j'en fais une de façon régulière à Radio-Canada. Mais c'est comme si... J'adore ce côté-là. C'est complètement différent pour moi. Ça me permet justement de partager ma passion pour certaines choses, mais aussi partager de l'information. C'est quelque chose qui n'est pas ma formation de base, fait que souvent, je trouve ça difficile parce que sur le concret, là, tantôt, tu me parlais de petits signes là, quand est-ce que tu parlais, là, puis tu l'as probablement fait, je m'en suis pas pantoute aperçu, mais en même temps, ça me permet d'être comme dans ma propre personnalité, puis pas très différent d'être en train de le faire devant plein de gens. Et moi, du gars, il dit « Papa, ça doit être stressant pour toi en avant de plein de ces gens-là. » Puis je leur dis « Non, moi, j'aime ça. Je carbure à ça. Puis j'aimerais en faire plus. J'aimerais ça en faire plus. Je sais pas toujours comment m'y prendre, mais tu sais, des fois, la vie m'envoie comme... La vie t'a mis toi sur mon chemin, a mis Floralie sur question santé. C'est pas moi qui a demandé pour ça. C'est la vie qui m'envoie ça. Fait que je fais confiance à tout ça. Puis je veux continuer d'en faire plus. C'est le fun, j'adore ça. C'est un beau métier, je pense. Ben, t'as l'air vraiment à triper à le faire, c'est ça qui est cool. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient rentrer en contact, savoir c'est quoi tes ateliers, tes conférences, tout ça, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Myokin.ca, c'est mon site web, donc www.myokin.ca, ou tapez Stéphane Ouimet, kinésiologue dans Google, vous allez voir ma face apparaître à quelque part. Donc page Facebook, Stéphane Ouimet, kinésiologue. Vous pouvez me donner un petit coup de fil, ça va me faire plaisir, là. Vous pouvez m'envoyer un appel à mon numéro de téléphone, là, mes coordonnées. Là. Vraiment, là, je suis assez actif sur les médias sociaux. Là, fait que Stéphane, pas de Ouimet, TTE, kinésiologue. Là. Ça allez me rejoindre. Ça me ferait plaisir. Bien, super. Merci beaucoup d'être venu nous jaser aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Bonne santé. Cool. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.